Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir, du football et nous nous autorisons un regard dans le rétroviseur pour cet exploit de la sélection nationale, vainqueur une semaine plus tôt du Nigeria en éliminatoire de la prochaine Coupe du Monde. Performance jusque-là jamais réalisée. Quoi de plus normal que de s'y attarder. En bonus, nous recevrons depuis Chypre et dans notre rubrique Grand Angle, Michael Poté, un ancien de la tanière des Guépards, disparu des radars de la sélection nationale depuis quelques années. Nous essayerons d'aller aux nouvelles de l'ancien niçois. Au pays, les championnats nationaux battent leur plein et au sein de l'élite, la course au titre se poursuit. Des trois prétendants annoncés la semaine dernière, seul Lotto Popo perd du terrain. Par contre, Dadje Football Club et Coton Football Club, eux, sont en ballottage favorable dans le sprint final pour la conquête de la couronne nationale. Il sera aussi question de l'athlétisme, du volleyball, de la lutte, du sport lutte, voilà, et surtout des sports boules avec la participation du Bénin au dernier championnat d'Afrique de la discipline. Et en termes de bilan, le Bénin, récent champion du monde dans une des catégories de la discipline, maintient-il le cap ou connaît-il une dégringolade? Nous essayerons bien sûr de répondre à cette interrogation. Voilà les principales articulations de cette édition au nombre des grands témoins de ce soir. Dicorel Zounon, journaliste, reporter sportif qui officie à Radio Cotonou. Dicorel, bonjour. Oui, bonsoir Narcisse, bonsoir à tous les aimables auditeurs, téléspectateurs de Canal 3 Bénin. C'est pour la première fois que je suis sur ce plateau. Je suis très honoré et j'espère qu'on va passer de très bons moments de décryptage de l'actualité sportive. Voilà, en face de lui, mon collègue Candide Hunheto. Candide, bonjour. Assis, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, le décor est ainsi planté. Nous allons commencer avec notre rubrique Fil Info. Voilà, Fil Info, c'est le tour d'horizon de l'actualité ce soir. Nous allons commencer, Candide, par le volleyball avec, bien sûr, la 22e journée du championnat professionnel qui s'est déroulée ce week-end. Au total, 5 rencontres ont été jouées sur différentes installations. Évidemment, et on va commencer par les dames. Vaisseau s'est imposé par 3-7 à 0 à Didja VBC 25-13, 25-17 et 25-14. Chez les hommes, AS Cotonou s'est incliné devant Finance VBC avec 0-7 gagné contre 3-16, 25, 13-25 et 19-25. Énergie abattu par 3-7 à 0 Real Sport 25-16, 25-20 et 25-13. Jiba, dans un match âprement disputé, est venu à bout de l'équipe de la police républicaine 34-32, 25-22, 19-25, 20-25 et 15-10. Pour finir, AS Cotonou a pris le meilleur sur Real Sport par 3-7 à 1, 25-23, 25-19, 18-25 et 25-22. En champ de discipline pour parler athlétisme maintenant. Les athlètes de la Fédération béninoise d'athlétisme sont en regroupement depuis la semaine écoulée et ceci pour les préparatifs des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme. Ils ont entamé un stage d'une semaine le mercredi dernier sur les installations du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Nous sommes allés constater comment se déroule la préparation de ces athlètes pour cette compétition qui va se dérouler à Douala au Cameroun du 21 au 26 juin prochain. Reportage. Ils n'ont pas de repos alors qu'ils viennent de finir les championnats ouest-africains d'athlétisme à Accra au Ghana. L'équipe nationale d'athlétisme retrouve la piste pour se préparer pour la prochaine compétition. C'est la 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme qui va réunir les athlètes des 54 pays du continent durant 6 jours de compétition. Les athlètes sont habitués à gérer la fatigue. Quand on est arrivé, on a pris quelques jours de repos et là on est en train de travailler aussi en pourcentage. Donc on va monter en crescendo à partir de la semaine prochaine pour qu'ils puissent être prêts pour les compétitions là-bas. Dans le processus de préparation, l'équipe nationale peaufine le travail sur les installations du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le staff technique donne priorité à la correction des erreurs commises au cours de l'édition 2024 du championnat ouest-africain d'athlétisme la semaine écoulée. Quand on part de compétition, on revient, on essaie de recorriger ce qu'ils n'ont pas pu faire là-bas. C'est-à-dire les départs, c'est-à-dire que la position, les allures, le positionnement, ou bien même ne serait-ce que le relâchement. Donc c'est ça qu'on est en train de fignoler pour Cameroun. Sur le plan physique, les athlètes répondent. Et sur le plan mental aussi, il y a
un travail qui est fait et qui est en train d'être continué. Je pense qu'au bout de quelques jours, nous allons achever ce camp d'affûtage et nos athlètes seront au top, prêts pour les championnats d'Afrique. Du côté des encadreurs comme des athlètes, les ambitions restent les mêmes pour les championnats d'Afrique d'athlétisme. Ils veulent aussi se compter dans la cour des grands et pour ça, il faut améliorer les performances mais viser aussi le podium. C'est les champions d'Afrique, donc ça veut dire que toutes les nations sont là et notre but c'est que les athlètes progressent, battent leur propre record et puis aller plus de l'avant dans leur quête de performance. Améliorer encore plus la performance, pourquoi pas décrocher 1 ou bien 2 médailles pour le Bénin. Je suis vraiment déjà prête parce que le week-end passé, j'ai eu à participer au championnat ouest africain où j'ai vu ma première performance de l'année où j'ai amélioré gravement par rapport à l'année précédente. Du coup, je suis confiante et je sais que je vais encore briser les chronos. Tout est mis à notre disposition pour pouvoir affronter le défi qui nous attend, qui est d'honorer et de rendre et de hisser haut le drapeau de notre pays, le Bénin. Plus de 800 athlètes, y compris ceux du Bénin, sont attendus à Douala au Cameroun du 21 au 26 juin 2024 pour le compte de ces championnats d'Afrique d'athlétisme. En attendant le départ de la délégation béninoise, la préparation se poursuit au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou jusqu'au 19 juin prochain. Allez, pour ces 23e championnats d'Afrique d'athlétisme, le Bénin sera représenté par les différents athlètes qui évoluent bien entendu au pays et ceux-là qui évoluent à l'extérieur, dont Odile Aranwanou, double championne d'Afrique en titre dans la discipline, ou plutôt dans la spécialité de l'heptathlon. Voilà, du sport lutte à présent, candidat les athlètes de la fédération béninoise qui ont également entamé leur camp de préparation pour, bien sûr, les 2e championnats d'Afrique de lutte de plage. Évidemment, les lutteurs béninois s'activent eux aussi pour une échéance continentale. Comme vous l'aviez dit, il s'agit des championnats d'Afrique de lutte de plage 2024 qui vont se dérouler à Dakar au Sénégal du 20 au 24 juin prochain. Et comme vous l'avez tantôt martelé, les lutteurs qui vont défendre les couleurs du Bénin ont entamé leur préparation. C'était mercredi dernier, bien entendu, dans les locaux de l'EPP Menontin. Reportage. La première des choses, soit je quitte l'arène pour lui donner 1 point, soit pour ne pas lui donner 3 points, parce que quand tu es comme Jésus, tu es vulnérable. L'un est au dernier réglage pour les lutteurs béninois en vue des 2e championnats d'Afrique de lutte de plage. Je peux me charger, m'amener directement sur le dos et avoir 3 points. Et le combat est fini. Donc, jamais le dos. Donc, automatiquement, je viens là. Qu'est-ce que je fais? Je viens là. C'est un stage bloqué d'1 semaine qui démarre ainsi pour Nicolas Kakou et ses poulains, ici sur les installations de l'EPP Menontin. 12 athlètes lutteurs présélectionnés dont 3 filles participent à cette phase active de la préparation de l'équipe nationale de lutte. Et celle-ci intervient quelques jours après le pré-camp organisé fin mai pour permettre aux différents lutteurs de se mettre en condition. Ici maintenant, c'est des petits combats, ce sont des randoris comme on le dit. Chacun a sa technique spéciale que nous appelons le spécial de chacun. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Avec ta technique spéciale, tu essaies de faire des petits combats, des petits jeux de combat qui vont nous permettre, là-bas ils auront 3 minutes de combat, no stop. Mais dans 1 minute, ils peuvent déjà prendre les 3 points, les 1 point, juste terminer le combat avant 1 minute. Ce serait bon. Ça se passe très bien. Nous sommes quand même bien équipés pour le moment pour pouvoir se mettre au point avec l'aide de notre coach. La rapidité, les techniques de défense adéquates et bien d'autres sont les principaux ateliers que met en avant le sélectionneur national au cours de ce stage bloqué. Il compte tout mettre en œuvre pour permettre à ces lutteurs d'aller plus loin dans la compétition. On ne sait pas le nombre de pays qui seront inscrits. C'est le nombre de pays qui fera le tirage. Et s'il faut 6 combats avant d'aller en finale, donc il faut vite finir réellement le combat et bien finir avant d'aller en finale. Le coach nous a apporté un de plus à ce que nous connaissons avant. Tout s'améliore, du niveau technique, du nouveau positionnement, déplacement et autres. Donc je dirais merci au coach, puisque c'est grâce à lui qu'on a pu atteindre à ce niveau. Et nous, notre objectif, c'est de ramener, de revenir au pays avec des médailles.
Et vu ce que nous sommes en train de faire, je suis très sûr que ça va porter. La préparation de l'équipe nationale de lutte prend fin le 19 juin prochain, veille du départ de la délégation béninoise pour la capitale sénégalaise, où ils seront en compétition avec bien d'autres nations. Au total, 6 lutteurs vont défendre les couleurs du Bénin à ce 2e championnat d'Afrique de lutte de plage à Dakar du 21 au 23 juin 2024. Voilà, la sélection nationale de lutte donc en chantier dans l'optique de ces 2e championnat d'Afrique de la discipline. Et dans le cadre de la prochaine édition de la route des pêches, là nous changeons de discipline pour parler du sport de mars. Eh bien, des acteurs annoncent déjà les couleurs à travers bien d'autres initiatives de marche. Et la dernière épreuve candide était un défi qu'ils ont relevé. Oui, un grand défi de 65 km à la marche depuis Cotonou jusqu'à Comé. Ils étaient une vingtaine à prendre le départ du stade de l'Amitié Général Mathieu Kékou de Cotonou pour la destination de Comé. Partis à 5h17 minutes, ils sont arrivés au point final vers 14h30, ce qui fait pratiquement 9 heures sans aucune interruption. L'initiative est celle du club de sport pour tous Marche Pro, dont je vous invite à suivre ici quelques membres qui ont effectué le trajet. Pour commencer, je dois remercier mes supérieurs, c'est-à-dire le président, vice-président, tout le monde. Franchement, Marche Pro, comme on le dit, plus fort, plus vite, plus rapide, c'est vraiment du bon en fait. C'est vraiment du bon. Quitter Cotonou pour commencer à ça n'a pas été facile. On pouvait toutefois abandonner, mais on ne l'a pas fait. On est venu. Moi, déjà, je me félicite d'abord. Je me félicite. Et si toutefois beaucoup de gens peuvent le faire, si moi je peux le faire, alors pourquoi pas d'autres. Alors franchement, Marche Pro, c'est du bon en fait. Et une fois encore, je remercie mes supérieurs. Comme ils l'ont dit tout à l'heure, c'est dans la tête. Si tu le mets dans la tête, tu vas y arriver. Et moi, je suis arrivée et je suis contente, je suis fière. Je ne m'y attendais pas. Parce que ça fait 65 km. Cotonou, Comé, 65 km. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Comme nous, on est habitués à travailler, raison pour laquelle on a fait ça facilement. Je peux dire facilement, on a fait ça facilement. Mais si tu veux le faire, il faut travailler avant de venir sur le terrain. Sans quoi, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas faire. Et bien entendu, c'est le travail qui a donné raison à ces jeunes-là, ou plutôt ces hommes-là, ces acteurs qui se sont lancés ce gros défi. Arrivés à destination poursuit, ils ont été accueillis par les membres du club uni sportif de Comé. 65 km de marche, c'était assez impressionnant pour faire adhérer leur hôte à l'initiative de la route des pêches à la marche et aussi, bien entendu, montrer aux Béninois que c'est bien possible. Suivons maintenant le président du club uni sportif de Comé qui apprécie l'initiative. Je ne peux que remercier les organisateurs de cette marche qui a quitté le stade de l'Amitié Cotonou pour Comé. 64 à 65 km, ce n'est pas petit et ce n'est pas donné à tout le monde. Et surtout les femmes qui sont dans le club, je ne peux que les remercier. Le sport, c'est la santé. Et celui qui décide faire, il fait. Celui qui veut faire le travail avec l'abnégation, ça donne toujours un résultat. Sincèrement, ça nous a donné vraiment beaucoup de leçons. Et notre club prochainement aussi va organiser des sorties comme ça. Je demanderai à tous ceux qui ne sont pas encore dans des clubs sportifs, s'ils sont à Cotonou, de choisir Marche Pro. Et s'ils sont à Comé, de courir vers une sportif, car il y a de sérieux. Il y a de sérieux dans tout ce que nous faisons ici. Et lorsque vous venez au sport, c'est votre santé qui est en forme. Allez, pendant ce temps, dans la commune d'Abomey-Calavi, plusieurs pratiques sportives se déroulent tous les dimanches sur le terrain Zico de Cocotomé. Le dimanche 9 juin dernier s'est déroulée la finale dans la discipline du football à l'occasion des finales de l'initiative Sport pour tous. La nouvelle et l'ancienne génération de Malabar Football se sont croisées dans l'ultime rencontre de la compétition. Reportage de Hugues Vingbe et Jules Thio. Il est 8h. Les associations prennent d'assaut le terrain Zico de Cocotomé pour le sport pour tous. De l'autre côté du terrain,
se joue la finale entre l'ancienne génération de Malabar Football Club et la nouvelle. Habillés en maillot blanc, culotte bleue, les vétérans prennent le contrôle du match. À la réception d'une passe, Eman Atio Benouri Fulbert Nkarin qui va inscrire le premier but. Menée au score, la jeune génération pousse pour rétablir la parité avant la fin de la première partie. Mais les efforts ont été vains. À la seconde période, les choses semblent aller plus vite pour les coéquipiers de Freddy Djimale. Entré en jeu dès la 50e minute, il corse l'addition en inscrivant le deuxième but à la 62e minute. Et 2 minutes plus tard, Dimitri Zissouvi conclut une action de Papaye pour inscrire le troisième but. Malgré les changements opérés par la nouvelle génération, le score est resté inchangé jusqu'au terme de la rencontre. Le match a été un peu solide, mais on a su gérer. Donc c'est un match qui se joue entre les grands et les jeunes du quartier. Mais le meilleur est avec les grands. Donc on a gagné les jeunes 3-0. C'est le système qu'on a mis en place. En fait, il faut dire qu'entre nous, il n'y avait pas cette compréhension. On ne s'était pas compris. Et bon, les erreurs dans un match, ça se paye cash. Et voilà, on l'a eu. Et ça fait mal, c'est dommage. Pour les prochaines fois, peut-être on va essayer de s'améliorer afin de gagner cette équipe. Une finale qui a été jouée sous l'œil du président du club. Il se dit satisfait de la qualité de jeu des deux formations. Je dirais d'abord que Malabar existe il y a une vingtaine d'années. C'est de génération en génération. Et à un moment donné, quand on a pris les règnes de l'équipe, on s'est dit on va organiser une génération contre une autre. C'est-à-dire les jeunes contre les grands. Donc c'est ça, on fait tous les premiers dimanches du mois. Et entre amis, ça s'amuse quoi. Voilà un peu. Oui, on a remporté aujourd'hui. Je dirais d'habitude c'est les jeunes qui prennent le dessus, mais cette fois-ci on a mouillé le maillot, on a fait 3-0. Le terrain de Zico étant le seul et utilisé par la jeunesse allant de Kokokodi à Gbodje en passant par Paou, ferait l'objet d'une réquisition par les autorités pour des travaux dont les populations ignorent la nature. C'est le seul terrain qu'on a dans la zone depuis le stade de l'Amitié jusqu'à Gbodje, Kokokodi, même Paou, c'est le seul qu'on a. Du coup, la jeunesse, c'est le seul espace sur lequel on vient s'entraîner, s'amuser les week-ends. Donc si les autorités y prennent le seul terrain où est-ce qu'on aura à faire nos entraînements et tout. Donc nous demandons aux autorités de nous permettre au moins de nous exercer les week-ends. Après le boulot, on vient ici s'entraîner et c'est le seul terrain aussi qui reçoit les compétitions pendant les vacances. On aurait appris que le terrain sera exploité par les sociétés pour faire en tout cas pour des travaux. On ne sait pas encore la raison et le but. Outre la finale du football jouée sur l'aire de jeu du terrain de Zico, d'autres activités ont meublé cette matinée du dimanche. Il s'agit de la gymnastique, de l'endurance et le sport d'entretien entre les personnes du troisième âge. Voilà, du sport d'entretien pour se faire donc une santé. On ouvre maintenant une large page réservée au football. Nous allons d'abord prendre la direction du vieux continent où le championnat d'Europe des nations a commencé en début de week-end écoulé. On va faire le point des différents matchs joués au cours de ces dernières heures. Évidemment, et on va commencer par les rencontres bien entendu qui ont été jouées hier dans le groupe C. Le Danemark et la Slovénie se sont neutralisés d'entrée par un score nul d'un but partout. L'Angleterre s'est offert une victoire pour son entrée en lice face à la Serbie par un score étriqué d'1-0. Dans ce groupe, le classement est dominé par l'Angleterre avec 3 points au compteur. Il est suivi respectivement du Danemark et de la Slovénie puis la Serbie garde la lanterne rouge. Dans le groupe D à présent, le Netherlands s'est imposé à la Pologne par un score de 2-1. La seconde affiche de la première journée dans ce groupe est actuellement en cours entre l'Autriche et la France et le score
est bien entendu d'1-0 en faveur de la France qui mène au score grâce à un but marqué contre son camp. En attendant la fin de ce match, les Pays-Bas dominent le classement. Cet après-midi, dans le groupe E, la Roumanie a été étrillée par 3-0 l'Ukraine et s'installe à la première place de ce groupe. La Belgique s'est inclinée par un score d'1-0 devant la Slovaquie qui de son côté est deuxième au classement dans ce groupe. Tout à fait. Retour au pays où il est question des championnats nationaux de football au sein de l'élite. On jouait ce week-end la 22e journée de la Super League Pro. Nous allons surtout retenir les différents résultats enregistrés au cours de cette journée. Bien entendu, parlant des résultats, c'est fortune diverses pour les différents clubs. Les Dragons de l'OME se sont imposés à leurs homologues de l'AS Cotonou par un score de 2-1, nul d'un but partout entre Aïma et bien entendu Aspac. Même résultat entre les Cavaliers de Niki et Espoir FC de Savalou. Coton FC enchaîne avec une nouvelle victoire face à la jeunesse sportive de Pobet. Score 2-0. Dadiès est venu à bout de Banigansé 1-0 en déplacement en Dali. Loto Popo donc de la cité balnéaire s'est incliné sur un score de 2-1 devant Damissa. Requin FC a dominé Sobemap Sport par un score étriqué d'un but partout. Bien entendu, a dominé Sobemap Sport par un score étriqué d'1-0. Puis S Takune et Dynamo FC et Dabomé se sont quittés 2-2 à l'issue d'un match nul d'un but partout. À l'issue de cette 22e journée d'Assis, il ne reste que 2 journées pour assister à l'épilogue de la Super League Pro saison 2023-2024. Avant ces 2 dernières journées, le classement bien entendu se présente comme suit. Coton FC reste leader au classement avec 45 points plus 13 devant Dadi FC 44 points plus 12. Loto Popo avec sa défaite concédée ce week-end se referme plus ou moins les portes d'un probable titre de la saison. Le club de la cité balnéaire ne compte que 39 points au compteur et reste à la 3e place au classement. Baningansé est 4e avec 33 points. Dragon reste ou plutôt monte à la 5e place avec 33 points. Aussi, Dynamo FC Dabomé est 6e avec 32 points, 2 points de plus que Cavalier qui vient à la 7e place. Damissa, lui, est 8e avec 29 points sur la seconde partie. Bien entendu, du tableau Espoir FC descend à la 9e place avec 27 points. Il est suivi religieusement de Sobema Sport, Aspac qui compte le même nombre de points. JS Pobet, jeunesse sportive de Pobet, bien entendu, est 12e. AS Takune est 13e. Aïma maintient l'avant-dernière place au classement, puis Requin FC demeure dernier au classement malgré sa victoire ce week-end. Voilà, un monument donc en difficulté. C'est ce que nous pouvons en faire comme point du tour d'horizon, bien sûr, de l'actualité cette semaine. Maintenant, question, que devient Michael Poté? Eh bien, l'intéressé nous répondra dans une poignée de secondes dans notre rubrique Grand Angle. Voilà, nous avons le plaisir donc de recevoir cette semaine un buteur patenté, d'autres diront un goléador bon teint, Michael Poté, footballeur international béninois que nous avons en direct depuis l'île de Chypre. Michael Poté, bonjour. Bonsoir. Voilà, dites-nous, le Bénin du foot est resté sans nouvelles de vous depuis des mois. Que devient Michael Poté, s'interroge tout le monde et que leur répondez-vous? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu parce que ça parle à côté. Je disais que le Bénin du foot est resté sans nouvelles de vous depuis des mois et que devient Michael Poté, s'interroge tout le monde. Que leur répondez-vous? Bon, j'étais là, je pense que j'ai refait un peu surface avec l'équipe du Bénin, notamment les dernières sélections, les dernières échéances, où on a eu la chance de faire une belle campagne en battant le Rwanda et le Nigeria. Donc, il s'avère qu'actuellement, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Depuis décembre, je me suis installé un petit peu ici. Je ne m'étais pas mis d'accord avec mon club à Chypre. Donc, je suis venu ici. J'ai travaillé un petit peu à la télé locale. Et voilà. Donc, on est ici. On suit toujours l'actualité au Bénin. Je suis venu donner un petit peu de force à mes jeunes confrères de l'équipe nationale. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, voilà. Pour l'instant, on est là. Et puis, on regarde la suite, comment ça va se passer tout doucement. Oui, justement, où en êtes-vous avec le contrat avec, bien sûr, votre club actuel? Est-il arrivé à expiration cet été? Est-ce qu'il sera renouvelé ou vous avez des offres ailleurs? Oui, c'est ça. Je suis en pleine réflexion, on va dire. J'ai une année en option de contrat l'année prochaine. Je suis en train de réfléchir dans mon club à Chypre. Mais voilà, j'ai
j'ai d'autres opportunités aussi, notamment une autre voie, toujours rester dans le sport. Donc c'est un moment un petit peu clé de mon après-football, de mon après-carrière. Depuis décembre, je suis installé ici, comme je l'ai dit. Donc voilà, des opportunités, oui, j'en ai. J'arrive à un stade où si je ne trouve pas ce qui me convient en termes de plaisir, en termes de projet sportif, je ne signerai pas tout simplement. Donc voilà, une grande réflexion. Je vais aussi me concentrer un peu plus sur mon académie. Voilà, donc aujourd'hui, elle est là, la réflexion de Mickaël Poté. Je suis à un tournant un petit peu de mon après-carrière, tout en gardant la même logique, voilà, la sérénité, le professionnalisme, peu importe la voie que je prendrai. Là. Oui, votre académie, on en parlera tout à l'heure. Mais en équipe nationale, vous êtes un ancien de la tanière des Guépards avec vos 69 sélections pour 10 buts de marqués. C'est vrai qu'officiellement, vous n'avez pas encore annoncé votre retraite internationale, mais on ne vous voit plus en sélection. Quelles en sont les raisons? Non, on ne va pas jouer. Au bout d'un moment, il faut savoir tout doucement, on va dire, se retirer par la force des choses. Voilà, moi, j'ai voulu que les choses se fassent naturellement. Je ne suis pas du genre à annoncer comme ça. Je me suis toujours dit, tant que je vais continuer à jouer au foot, je reste sélectionnable, peu importe le niveau où je vais évoluer. C'est ma logique à moi. Je dis bien, c'est ma logique à moi. Voilà, aujourd'hui, je vais arriver en fin de carrière footballistique. Le jour où je vais annoncer ma carrière footballistique, automatiquement, ça sera la fin de ma carrière internationale. Bien sûr, la logique dit que je ne performe plus dans le haut niveau comme j'ai eu à le faire auparavant. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai une chance d'avoir mes académiciens qui me représentent aussi un petit peu d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il n'y a pas de raison quelconque, tout simplement, c'est la suite logique. On arrive à un stade où il faut savoir tout doucement, je ne vais pas dire laisser la place aux autres parce qu'on prenait la place de personne, mais il faut savoir tout doucement accepter le moment. Et aujourd'hui, j'arrive à un moment où tout doucement, et ben voilà, j'approche de ma fin de carrière. Donc la logique dit que les jeunes plus performants que moi doivent prendre la place, c'est normal. Tout à fait. Aujourd'hui, vous avez un peu plus de 39 ans. En tout cas, vous fermez vos 40 printemps en septembre prochain, comme un certain Cristiano Ronaldo. Est-ce que la sélection, c'est encore dans un coin de votre tête? On ne sait jamais. Non, après, voilà, je suis réaliste, on va dire. Je suis réaliste. C'est ce que je viens d'exprimer juste avant. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dans des clubs, qui performent, qui font une trentaine, une quarantaine de matchs, qui marquent des buts. Voilà, moi, j'ai toujours dit, quand tu es sélectionné, c'est la forme du moment. Aujourd'hui, moi, depuis décembre, je suis ici, je ne suis pas en compétition. Donc, ça serait bien sûr pas logique d'être appelé maintenant. Je l'ai souvent dit, il y a des fois, ça a été bien interprété, des fois moins bien, que je serais tout le temps utile sur le terrain ou en dehors du terrain. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai eu à faire à ma façon, c'est-à-dire de venir supporter en n'attendant rien en retour. Quand la sélection est venue ici à Abidjan, je suis venu donner un coup de main, ça s'est fait naturellement. J'ai eu l'impression d'avoir toujours été là avec eux et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment ces retrouvailles, on va dire, qui se sont super bien passées. On enlève la fierté qu'il y a par rapport à mes académiciens, mais mis à part ça, je me suis vraiment senti comme si j'ai toujours été là, super bien accueilli, que ce soit l'encadrement technique, même vis-à-vis du coach aussi, vis-à-vis de tout le monde. Ça s'est bien passé, donc je suis content. Donc voilà, comme j'ai dit, on va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice d'une autre manière, comme on peut, parce que je reste tout le temps à la disposition de l'équipe nationale, peu importe la manière. Voilà, et de loin, quel est votre regard sur les performances justement de l'équipe actuellement? Bah, je l'ai dit, c'est beaucoup mieux. C'est pas une fin en soi encore, mais c'est beaucoup mieux, bien sûr. J'ai trouvé, mis à part la qualité de jeu, j'ai trouvé une abnégation que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'ai trouvé de la détermination, de la solidarité, ce qui a toujours fait notre force. Et c'est ce qu'on a su mettre en œuvre durant ces deux derniers matchs, avec un Rwanda qui n'était pas facile à bouger, un Nigeria aussi. Voilà, on a su les faire douter. On a gagné, c'est plus important, 6/6. Voilà, Et puis aussi, je tiens à le préciser, c'est qu'il y a une grande diaspora ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan notamment, de Béninois. Beaucoup de Béninois qui sont venus soutenir l'équipe nationale du Bénin. Ça aussi, ça a été un plus. Le 12e homme a vraiment joué son rôle. Donc voilà, aujourd'hui, comme je le dis tout le temps, j'ai tendance à rarement m'enflammer, mais
En tout cas, je suis très, très fier, très satisfait de ce que j'ai eu à voir. Et j'espère, parce que voilà, il faut que ça dure. Il y a eu longtemps qu'on n'avait pas gagné. Il faut que ça dure et j'espère que ça va continuer ainsi sur cette logique parce que franchement, il y a vraiment de belles choses. Il y a de belles choses à venir. Voilà. Nous vous avons aperçu, juste, vous le disiez d'ailleurs tantôt, à Abidjan, aux côtés de l'équipe. Alors qu'on croyait qu'il y a eu une brouille entre le sélectionneur Gainet Traoré et vous, est-ce que vous avez finalement fumé le calumet de la paix? Non, il n'y a pas eu de brouille. De dire les choses comment je les ressens sur le moment, il n'y a pas eu de brouille. C'est comme je le dis, souvent les choses sont mal interprétées. Par contre, j'avais été clair. J'avais estimé que, vous savez, quand on prend un sélectionneur, on prend quelqu'un, le sélectionneur ou le joueur, il ne s'auto-sélectionne pas lui-même. Ça veut dire qu'il a appelé le joueur à être sélectionné. S'il ne performe pas, ce n'est pas spécialement que de sa faute, c'est celui qui l'a appelé. Il dit que voilà, j'ai eu à faire ce choix-là de joueur, il n'a pas été performant, c'est un choix. Par rapport au coach, par rapport à tout, comme j'ai souvent dit, c'est un choix. Et à mon avis, moi, j'avais estimé qu'on pouvait aussi regarder localement certaines choses, pas forcément au niveau du sélectionneur. Je sentais qu'il y avait des partis, des clans, etc. Donc je me suis exprimé à ma manière. Maintenant voilà, j'ai pas visé quelqu'un en particulier, non, pas du tout. Et j'ai toujours dit, peu importe comment c'est interprété, la meilleure des réponses, c'est les victoires, c'est de gagner. Donc si Michael Poté a eu à dire des choses et qu'aujourd'hui, après un certain temps, il s'est avéré que je me suis trompé ou il s'est avéré que je n'ai pas eu raison quoi que ce soit, tant mieux. Parce que ce que je veux, moi, dans un premier temps, c'est que l'équipe nationale, elle avance. Donc aujourd'hui, de dire qu'il y avait quelque chose, non, pas du tout. Je n'ai pas eu à échanger sur tel sujet quoi que ce soit. Je pense que lui, le coach, a beaucoup plus d'expérience que moi. Il sait accepter les remarques, les critiques, comme nous aussi, on a eu en tant que joueur. Donc voilà, il n'y a pas eu de bruit particulier. Je suis arrivé, ça s'est fait très naturellement. Je l'ai dit dans une interview. Il s'avère qu'il parle aussi allemand. J'ai eu à échanger en allemand aussi avec lui. Voilà, je n'avais pas visé quelqu'un en particulier. C'était une remarque globale et je la referai demain s'il faut la refaire, si j'estime que l'équipe nationale ne va pas. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un rôle où il faut que j'arrive à dire les choses qui sont bien et qui ne sont pas bien. Voilà. Donc, je me suis lancé, j'ai dit les choses. Ça a eu un impact que ça a eu, tant mieux, parce que je pense que ça a aussi fait réfléchir, faire bouger certaines choses. Voilà, il s'est avéré que la meilleure des preuves, c'est que je suis venu en sélection. Ça s'est bien passé, j'ai été bien accueilli. Donc, ça prouve qu'il n'y avait pas d'embrouille particulière. D'accord. Vous êtes, quoi qu'on dise, un joueur majeur dans l'histoire de la sélection nationale. Seuls 4 de vos coéquipiers vous devancent jusque-là sur le tableau des meilleurs artificiers. Stéphane Sessegnon, Razako Motoyos, Steve Mounier et Oumar Tchomogo. Mais est-ce que vous vous retrouvez entre anciens pour voir ce qu'il faut apporter à la génération actuelle? Alors, vous savez, quand on est joueur et qu'on arrive sur la fin, chacun a sa trajectoire. On peut pas... Chacun a sa trajectoire, on ne peut pas forcer ou inciter ou pousser un autre joueur, un ancien joueur à venir faire ci, à venir faire ça. Les choses doivent se faire naturellement. On ne doit pas juger l'après-football de chacun. Souvent, on voit, oui, il a joué pour le Bénin ou il a joué pour telle sélection, mais il n'apporte pas quelque chose à l'équipe, etc. Non, ça dépend. Ce n'est pas une obligation. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, on échange avec les anciens, pas forcément sur l'équipe nationale, sur d'autres sujets, parce que vous savez, il y a le football et il y a la vraie vie aussi. Donc voilà. Oui, on échange un petit peu. Maintenant, je sais par expérience et je sais aussi par ne serait-ce que d'être proche aussi de mes anciens coéquipiers que ils ont toujours le Bénin dans le cœur. Ça, je peux le dire. Maintenant, chacun apporte sa pierre à l'édifice à sa manière. Moi, je l'apporte de ma manière que je peux. Vous savez, il y a des choses qui se font en avant, d'autres des choses qui se font dans l'ombre. Des fois, on va peut-être, un exemple, je ne sais pas, appeler un ancien joueur, lui demander un avis sur un autre joueur, ça peut être crucial, ça peut être décisif. Donc chacun aide à sa manière, mais ce que je n'accepte pas trop, c'est qu'on impose quelque chose à un joueur en activité ou en dehors de son activité ou son après-football. Chacun est libre de faire comme il veut. L'essentiel, c'est que quand on est appelé sur le terrain ou en dehors du terrain, à aller en équipe nationale, on se doit de défendre le drapeau de la meilleure des manières. Voilà, merci Michael Poté. Je m'en voudrais de vous laisser partir sans évoquer ce projet cher à vous, votre académie, dont certains fruits sont déjà visibles, surtout en équipe nationale. Qu'est-ce qu'elle devient, l'académie Poté-Joseph? Voilà, je vais le redire aussi, c'est une fierté d'avoir tout un premier temps, une fierté d'avoir ces éléments aujourd'hui
en équipe première, en équipe A du Bénin. C'est vraiment une fierté. Ça prouve que le travail il a été vraiment bien fait. Maintenant, voilà, on a fait une pause, je l'avais dit, depuis le Covid. J'avais été un petit peu dépassé par les événements. C'était un petit peu compliqué à gérer parce qu'il faut savoir que je l'ai créé tout en étant en activité. Maintenant, voilà, je pense, et c'est en train de se préciser, la réouverture du centre, si prête à Dieu, quand je ne pourrais le dire, mais ça va, je ne vais pas dire que ça ne va pas tarder parce qu'il y aura une attente encore et on a beaucoup de demandes chaque jour. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a du concret. C'est-à-dire que, voilà, ça a été difficile, mais on a prouvé que le travail a été bien fait, notamment avec Imran et puis Mariano. Et comme je l'ai dit, il y en a d'autres aussi qui arrivent. Il y en a d'autres aussi qui arrivent, qui sont bons aussi, qui sont bientôt prêts. Je suis en train de travailler en amont. J'ai des rendez-vous, je continue à faire comme j'ai eu à faire. Il faut savoir que quand j'ai créé l'académie, c'était en 2012. Aujourd'hui, on est en 2024. C'est plus le même football, c'est plus le même environnement, c'est plus le même atmosphère. Le marché n'est plus le même. Donc, c'est tout un travail, mais c'est un plaisir, c'est une passion que j'ai. Donc, je suis en plein dedans. Mais oui, la réouverture du centre va être imminente, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très proche. On est en train de travailler. Donc, voilà, c'est une fierté encore. Je pourrais parler des heures de l'académie. Donc, voilà, pour la faire courte. Oui, on va la réouvrir. Quand, on ne sait pas, mais voilà, toujours cette fierté. Comme je l'ai dit, c'est pour apporter un plus aussi à l'équipe nationale. À l'équipe nationale, tout à fait. Donc, voilà. Merci, Michael Poté, pour votre disponibilité. Un mot pour conclure cet entretien. Non, merci. Ça fait toujours plaisir d'avoir cette considération. Pour citer, quand je suis allé en équipe nationale rejoindre les frères, j'ai vu les supporters qui m'ont accueilli comme si j'étais encore dans l'équipe. Et c'est ça la vraie reconnaissance. C'est-à-dire que je ne suis plus sur le terrain, mais en étant en dehors, j'ai senti tout le peuple béninois qui était derrière moi, derrière l'équipe bien sûr, derrière moi. Et franchement, ça m'a fait plaisir. J'ai toujours eu un peu de mal, par habitude, de dire que j'étais un guépard. Voilà, j'ai toujours gardé cette nostalgie de l'écureuil. Mais aujourd'hui, ouais, je peux me considérer comme un guépard parce que de la manière dont j'ai été accueilli, franchement, ça m'a beaucoup touché. Et ça m'a encore donné envie de continuer, même si ça sera dans l'après-carrière, d'être aux côtés des Béninois en termes de football. Merci Michael Poté. Et je rappelle que on vous a joint depuis Abidjan. Je rectifie, hein, ce n'est pas la République de Chypre, mais vous êtes à Abidjan justement. Merci pour votre disponibilité, Michael Poté, footballeur international béninois. J'espère qu'on va se revoir pour d'autres émissions et parler surtout de votre académie qui apporte, il faut le dire, une bouffée d'oxygène à la sélection nationale. Merci et à très bientôt. Merci, c'est gentil. Bye bye. Voilà, c'était Michael Poté, l'attaquant international béninois. C'est vrai qu'il n'a pas encore annoncé officiellement sa retraite internationale, mais on l'appelle déjà ancien footballeur. Bien entendu, on l'appelle ancien footballeur et il a tantôt martelé que même s'il n'est pas appelé en équipe nationale, il sera toujours là pour l'équipe, pour accompagner, pour apporter sa pierre. Et c'est ce qu'il a quand même fait lors de cette campagne qualificative pour le prochain mondial. Il était aux côtés des Guépards de jour comme de nuit. Il les a accompagnés, tout comme les Béninois de la diaspora qui vivent bien entendu en Côte d'Ivoire. Je pense beaucoup plus que c'est une initiative louable qu'il a et on va souhaiter que les autres anciens de la tanière des Guépards, ou plutôt de l'ancienne génération des Guépards du Bénin puissent quand même lui emboîter les pas, même si c'est pas tout le temps. Il faudrait quand même qu'on sente qu'ils sont également là. Voilà, Dicorel Zou, je parlerai d'un exemple d'ouverture d'esprit, non? Oui, forcément. Vous savez, Michael Poté, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus moulé dans l'environnement culturel ivoirien. Et l'Ivoirien, c'est pas quelqu'un d'hypocrite, c'est quelqu'un de franc qui sait exprimer son émotion et qui sait aussi demander pardon. Donc, il ne le dit pas forcément pour haïr, il dit ce qu'il ressent et quand il se trompe, il le dit encore ouvertement. C'est ce qu'il a fait savoir. Michael Poté, oui, on peut le dire ouvertement, c'est un international béninois
qui a beaucoup apporté. Il est venu à un moment où, vous savez, Stéphane Session ne devait pas jouer face à l'Angola. Il faut quelqu'un pour jouer ce rôle de métronome. Il a prouvé face à l'Angola ici. Et après, Michael Poté a continué son chemin. C'est quelqu'un qui a été régulier du début jusqu'à la fin. Et donc, s'il est venu aider, apporter, je dirais, son soutien à l'équipe. On a vu ça aider l'équipe. Non, plusieurs viandes dans la sauce ne gâchent jamais la sauce. Que les anciens lui emboîtent le pas pour nous aider, pour aider le Bénin à progresser, à faire progresser son football. Et en le disant, c'est que nous quémandons la réouverture de ce centre-là qui a beaucoup apporté. On a vu, on parle de Imran Hassan, on parle de Mariano Orangbo, sans oublier Odobio Tchabi qui aujourd'hui fait partie des meilleurs buteurs de ce championnat. Il a pris par là International Bénin également. Donc si ce centre revient, personne ne sait ce que ça pourra devenir demain. Voilà. Nous allons faire, sinon, il y a une semaine, je dirais, un mythe tombait, bien sûr, il faut le dire, Dikorel Zohon, le Nigeria qui a perdu son mythe d'invincibilité face au Bénin en football, la sélection nationale qui a fait échec justement à l'ogre nigérian, vice-champion d'Afrique. Score final 2-1, du coup, le Bénin qui réalise un sans faute, 6 points sur les 6 possible, voilà, en terre ivoirienne. Dikorel, quelle analyse faites-vous de cette performance justement de l'équipe du Bénin? Je voudrais d'abord saluer Guerrero, le sélectionneur national du Bénin, qui a été vivement critiqué par l'ensemble du mouvement sportif et surtout par les Béninois. À justice, tout simplement parce que quand vous alignez 10 matchs sans victoire, 6 matchs nuls, 4 défaites et vous ne marquez que 10 buts au moment où vous encaissez 14, ça montre que le Bénin est très généreux et que le Bénin encaisse beaucoup. Le peuple béninois doit crier, mais après nous devons nous regarder, nous mirer et nous demander, mais est-ce qu'il a les hommes qu'il faut, la base qu'il faut, parce qu'il est venu, il a hérité d'une équipe en fin de cycle, une équipe vieillissante qui doit reconstruire. Et donc nous n'avons pas su être patients avec lui. Il faut être patient avec quelqu'un qui reconstruit l'équipe parce qu'il doit intégrer des jeunes, qui doit prendre le temps avant de s'imprégner véritablement dans l'atmosphère, dans l'environnement d'une équipe nationale. Et donc il a fait tout ce travail-là, il a misé sur la jeunesse, travaillé avec les U20, avec les U23, il a intégré des locaux qui n'ont pas forcément l'expérience, et donc la marionnette doit prendre du temps pour commencer par apprendre. Et vous avez vu les résultats, c'est pour la première fois depuis 2014 que le Bénin aligne 2 matchs, 2 victoires en une semaine, c'est inédit. Et moi je lui dis chapeau donc aux sélectionneurs et bravo à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Et c'est maintenant que le plus dur commence, parce que tout le monde le sait, c'est 65 ans d'invincibilité du Nigeria, c'est 22 matchs sans défaite du Nigeria devant le Bénin. Il a fallu gagner notre roi, entraîneur, sélectionneur du Nigeria pour venir évincer le Nigeria. Je pense qu'il s'est fait pardonner à 50% par les Béninois parce qu'il nous avait éliminé en 2000 pour la CAN 2021. Tout à fait. Et il vient maintenant historiquement offrir une victoire au Bénin. Bravo à lui, bravo à tout le monde. Je pense que oui, c'est maintenant que le plus dur commence. Les joueurs qui ont été vivement critiqués et qui aujourd'hui sont chouchoutés et portés au panthéon par les Béninois vont comprendre qu'en vrai, ils ne sont pas détestés, mais c'est parce que les gens les estiment et qu'à un moment donné les résultats n'arrivent pas, qu'ils sont fâchés. Voilà, et quelques semaines plus tôt, le Bénin passait légèrement, je vais dire, à côté d'un succès face aux éléphants ivoiriens champions d'Afrique en titre, avant de regarder, il faut le dire, droit dans les yeux du Sénégal qui a sans doute l'un des meilleurs effectifs du continent. Est-ce qu'avec ces résultats, on peut dire que le Bénin change déjà d'étoffe sur le continent? Non, moi je veux pas être dans l'émotion comme la plupart des Béninois. C'est vrai, nous avons gagné le Nigeria, nous avons aligné. Non, ne pas se montrer ridicule face à ces grosses nations. Oui, c'est vrai, mais le pays change d'étoffe, non? Oui, on change d'étoffe forcément, mais cela ne veut pas dire que ça y est, le Bénin va commencer par gagner. Non, non, non. Les choses peuvent arriver avec le temps. Il faut continuer par travailler. Reconnaissons notre limite, travaillons sur nos défauts et continuons par avancer. Soyons humbles, les résultats viendront. Pour moi, c'est de bons résultats, mais moi, je pense que cette campagne des éliminatoires permet au Bénin de préparer les éliminatoires pour la CAN 2026 qui se jouera au Maroc. Si nous arrivons, nous réussissons à avoir une équipe, une véritable équipe, rien ne pourra nous empêcher d'aller à la prochaine CAN. C'est vrai, oui, le Bénin aussi aujourd'hui sera respecté. Et depuis toujours, depuis Mathusalem, le Bénin n'a jamais été ridicule devant les grandes nations. L'Algérie, la grande équipe de l'Algérie qui a été imbattable sur 2 ans, 35 matchs sans défaite, est tombée à Cotonou. Oui. Le Maroc, grandissime favori pour la CAN 2019, a été éliminé, humilié par le Bénin.
la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, le Sénégal... le Mali qui a entretenu son but devant le Bénin. Oui. Mais après, le Bénin, ce même Bénin est capable d'être ridicule devant des petites nations. Et en cela, c'est en cela que moi, j'exhorte les gens à travailler à relever le niveau de notre championnat. Parce que tant que notre championnat ne sera pas relevé, tant que les gens ne vont pas se regarder dans le miroir pour être sérieux et travailler à la base, impliquer les centres de formation, travailler à assainir l'atmosphère donc d'investissement dans le football béninois, dans 5 ans, dans 10 ans, tout ce travail, tout ce résultat que nous avons aujourd'hui pourront encore aller à l'eau, ce que nous ne souhaitons pas. Tout à fait. Et dans quel secteur, selon vous, en dehors du championnat national, dans quel secteur, selon vous, il y a encore des choses à améliorer? Oui, en dehors du championnat national, il y a forcément à améliorer la formation des formateurs. Ça a commencé maintenant. On a commencé avec le diplôme D et C. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer avec la formation des formateurs, continuer avec le financement que l'État fait déjà, mais ce n'est pas l'État qui va construire les centres de formation. L'État doit travailler en sorte d'attirer les investisseurs à venir au Bénin, continuer la construction des infrastructures telles que nous voyons. Et si on continue comme ça, obliger surtout les clubs de l'élite à avoir des équipes réserves. Et dans 5 ans, dans 6 ans, je pense que les choses vont être sérieuses. Et là, les résultats du Bénin ne seront plus perçus comme des miracles, des surprises, mais des résultats normaux parce que le Bénin aura mérité être à ce niveau à un moment donné. Tout à fait. C'était notre dossier de la semaine et c'est le football qui nous l'offrait. Place maintenant à notre rubrique exclusivité. Black n'est pas sombre, c'est brillant. Black est audacieux. Black, c'est la fusion de couleurs en une seule. C'est mon style, c'est ce style-là. Wow. Et ce style-là aussi. Black brille dans tout. Voilà, une fois n'est pas coutume, nous allons parler pétanque avec la participation du Bénin au dernier championnat d'Afrique des sports ball. C'était à Marrakech, au Maroc. Et pour en parler, nous recevons pour vous le sélectionneur national de la discipline, M. Thierry Babagbeto. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi plutôt qui vous remercie. Dites-nous d'abord, quel bilan peut-on faire de la participation du Bénin à ces championnats d'Afrique de pétanque? D'abord, permettez-moi de remercier tous ceux qui sont actuellement câblés sur Canal 3 parce que il importe qu'on les remercie. Remercions également ceux qui ont saisi l'occasion pour entendre parler de la pétanque et surtout de cette 9e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu à Marrakech du 6 au 9. En termes de bilan, d'abord, vous me permettez d'aller sur la préparation. Et grâce au ministère qui a mis cette année les moyens, nous avons quand même pu faire une préparation digne du nom. Et il convient également de remercier le président de la Fédération béninoise de pétanque qui déjà a commencé et qui nous a permis d'avoir les moyens d'organiser une présélection au niveau des dames et au niveau des hommes, ce qui n'est pas du tout facile. Nous avons eu un temps de préparation assez digne du nom, non seulement au Bénin, mais de l'autre côté au Maroc, qui nous a permis d'être en terre marocaine une semaine avant la compétition, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ça nous a permis de nous acclimater. Nous avons eu également, du côté des hommes, à participer à une compétition du côté de Nice, quand même où l'équipe béninoise a permis quand même, à l'équipe béninoise plutôt, de se réunir, de se mettre quand même ensemble. Et au Maroc alors? Voilà. Et au Maroc, c'est vrai. Au Maroc, vous allez me permettre de dire à l'opinion publique qu'au Maroc, déjà sur les 4 tableaux, nous étions en demi-finale, ce qui n'était pas gagné d'avance. C'est une prouesse qu'il convient quand même de souligner. L'autosatisfaction? L'autosatisfaction, mais pas ça. Nos ambitions d'un côté n'étaient pas cela. De l'autre côté, on espérait plus, je veux dire, du côté des hommes. Mais permettez-moi de vous dire quand même qu'en 18 ans, c'est la 3e fois que le Bénin joue les demi-finales. Déjà en 2007, ici au Hall des Arts, en 2019 à Lomé, et puis à Marrakech en 2024.
Il y a une certaine constance dans... Il y a une certaine constance, pardon. Et l'équipe béninoise est quand même une équipe assez jeune et nous y travaillons là-dessus avec les moyens que met la fédération, très ambitieuse. Et nous avons une équipe constituée d'une moyenne d'âge de 25 ans, dont 2 qui vivent actuellement en France. Et il convient quand même d'ouvrir les portes pour que la pétanque béninoise soit beaucoup plus vendue. La pétanque béninoise s'est donné beaucoup plus de visibilité. Et vous allez constater qu'avec le travail qui se fait, et avec les moyens qui sont mis à disposition de façon synergique, à la fois avec le ministère, à travers le gouvernement, et bien sûr la fédération, nous aurons plus de visibilité. Voilà, Dicorel Zohou, il y a quelques mois, vous étiez l'œil d'une partie de nos confrères occidentaux au championnat du monde, ici même à Cotonou, et vous avez fait partie de la délégation béninoise qui était à Marrakech, si je ne dis pas de bêtises. Quelle analyse faites-vous du parcours du Bénin à ces championnats justement? Oui, vous savez, quand on apprend que le Bénin est champion du monde en doublette mixte et qu'on a été demi-finaliste, les Béninois ne comprennent pas. Parce que la pétanque, c'est pas comme les autres disciplines sportives. C'est beaucoup de réalité qui se passe le jour de la compétition. Et déjà, il faut dire que Mouna Bedi, la Tunisienne qui est championne du monde en tête-à-tête dames, également a été éliminée, a été battue en finale par Soukairan, qui est la révélation de la compétition. C'était la CAN des surprises. Le Sénégal, qui forcément, oui, c'est une équipe régulière, mais qui n'était pas attendu à créer la sensation, a fait Fanny en quart, a balayé le Bénin 13-1 et a battu la Tunisie 13-2. Cette même Tunisie qui a éliminé le Maroc devant son public. C'était un match très chaud. Ça veut dire que le niveau de la pétanque africaine progresse énormément et ne soyez pas surpris de voir l'Afrique créer la sensation au prochain championnat du monde qui auront lieu du côté de Dijon en France. Côté béninois, j'ajoute à ce que le coach a dit que c'est la première fois que le Bénin a gagné médaille de bronze sur les 4 tableaux. C'était pas gagné d'avance et le coach ne l'a peut-être pas dit, mais il a travaillé pour nous sortir quand même une révélation. Marie Pengan qui fait partie donc des révélations de cette compétition. Moi j'étais là, je sais comment les choses se sont passées, les enfants se sont donnés. Par exemple, médecin sans kiné, c'est difficile de répondre. Ils ont commencé très fort le premier jour, mais après ça peut baisser en intensité. Je pense que la fédération va travailler dans ce sens et c'est la tribune pour moi également d'adresser mes profondes gratitudes à l'honorable Idrissou Ibrahima, le président de la Confédération africaine des sports qui me fait beaucoup pour donner de la visibilité, de la valeur à la pétanque africaine, pour faire respecter l'Afrique de la pétanque du sport aux yeux du monde. Voilà, nous sommes un peu tenus par le temps. Alors, monsieur le sélectionneur, que prévoit l'agenda bien sûr des équipes nationales les semaines à venir? En attendant de répondre à votre question, permettez-moi de rectifier quelque chose qui est intervenu dans les propos de M. Dicorel. Grâce au ministère, quand même, nous avons eu un médecin sur place. Peut-être qui nous a été d'une contribution assez importante. Il y a une joueuse qui avait eu des problèmes de santé et quelques jours de la compétition, et n'eût été la présence de ce médecin, on n'aurait pas pu faire jouer cette athlète. Je vais nommer quand même Soumela Abirat. Il parlait juste d'un petit dysfonctionnement. Oui, justement. Mais en fait, de kiné, nous ne l'avons pas encore parce qu'il y a une communication qui doit se faire grâce à vos concours pour que nos autorités au niveau du ministère comprennent vraiment que c'est un sport où il faut mettre davantage de moyens pour espérer plus de résultats. L'agenda des équipes nationales les semaines à venir? Oui, l'agenda des équipes nationales, je crois que nous avons vraiment tiré le son de ce qui s'est passé à Marrakech. Au niveau des hommes, c'était beaucoup plus une surprise qu'une attente. Mais nous avons un calendrier assez quand même fourni pour nous préparer parce que nous avons comme prochaine échéance, bien sûr, la Coupe du Monde qui aura lieu à Dijon en décembre 2024. Ce sera en France. Merci. Et voilà, nous allons amorcer l'atterrissage ce soir. Dicorel Zohou, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Votre première sur notre plateau. Ah oui, ma première prestation, je suis ravi et j'espère qu'il y en aura d'autres. Tout à fait, il y en aura. Voilà, ce sera tout pour Canal Sport de ce lundi 17 juin 2024. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive lundi prochain pour un autre numéro de votre rendez-vous hebdomadaire. Bonne soirée.